Et on va parler fiscalité maintenant avec notre invité Benoît Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Vitam MFO et on va se poser cette question avec vous. Quelles sont les limites de l'optimisation fiscale? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par optimisation fiscale? C'est une très bonne question parce que dans l'optimisation, il y a différentes choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Je voudrais d'abord revenir sur un grand principe, celui de Montesquieu. La liberté, effectivement, c'est de faire ce que les lois permettent. Donc ça, c'est un principe fondamental, et c'est-à-dire que, appliqué en matière fiscale, c'est que le contribuable peut utiliser la stratégie fiscale qui est, nous dit le Conseil d'État, la moins onéreuse pour lui. Ça, c'est légal. Alors, après, c'est une question de graduation, de sémantique, et de définir dans cette sémantique ce qui est autorisé et pas. Trois notions. Donc la première chose, c'est bien évidemment l'optimisation qui est autorisée. Là, on applique des textes qui sont plus favorables. Un exemple très simple. Je préfère utiliser l'abattement de 30 000 euros, 31 865 euros entre parents et enfants applicables aux donations, mais pas en cas de succession. Ça, c'est un avantage qu'on a en matière de donation et pas de succession. Deuxième chose, là, on est dans l'évasion fiscale. Alors là, on rentre dans l'illicité. On rentre dans la fraude. On commence à rentrer dans des opérations où on dissimule. Et là, bien évidemment, c'est interdit. Et puis dernière chose, là, c'est grave, c'est la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, là, ça relève bien souvent du droit pénal. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'élément intentionnel, la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt en agissant de manière frauduleuse. Alors, cette optimisation est amenée à croître. Quelles en sont les limites? On va se poser cette question. On va commencer par la notion d'abus de droit fiscal. Abus de droit, donc il y a un principe dans le Code général des impôts, c'est l'article 64 du livre des procédures fiscales qui nous dit ça, que l'abus de droit, c'est que le fisc, il peut écarter des opérations, des actes qu'il estime comme étant litigieux et qui ne lui sont pas opposables. Alors, il y a deux catégories d'actes. Il y a les actes fictifs. Par exemple, c'est la tante qui voudrait transmettre à son neveu. Les droits sont 55%, voire 60% si on entre nos parents. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se sent proche de la mort et puis elle va vendre, moyennant rente viagère, au neveu ou aux non-parents, donc un actif. Puis manque de peau, il n'y a pas de bouquet, la rente est d'un montant faible, manque de peau, elle décède dans les 3 mois. Eh bien là, le fisc dit c'est trop facile, donc vous étiez en train de mourir, vous avez voulu transmettre sans payer de droits, et donc là, l'acte, on estime qu'il est fictif, on ne nous est pas opposable. Et puis la deuxième chose, c'est dès l'instant où l'objectif, il est, et là, je vais employer l'adverbe qui va bien, exclusivement fiscal. C'est-à-dire que l'objectif, le critère objectif de recherche de la volonté de minorer l'impôt, eh bien, ne repose que sur ce but fictif. Et il n'y a pas d'intérêt économique à l'opération. Donc ça, ce sont les deux notions qui peuvent nous être opposées par le fisc dans le cadre de cette procédure d'abus de droit. Je rappelle juste qu'il y a un comité des abus de droit qui peut être saisi par le fisc pour qu'il puisse se prononcer. Il y a 7 professionnels du monde de la finance, du monde du droit, du chiffre, et bien sûr des magistrats qui peuvent se prononcer sur le caractère fictif ou pas de l'opération ou sur le but exclusivement fiscal. On va voir maintenant quelles sont les limites fiscales à l'international, déjà à l'échelle française. Qu'en est-il ? À l'échelle française, bien évidemment, il y a un arsenal juridique. On a vu qu'il y avait la procédure d'abus de droit, mais enfin c'est un peu la tarte à la crème souvent parce que tout le monde a peur de ça. Je rappelle que le comité des abus de droit, il émet un rapport annuel l'année dernière. Il y a eu que 25 affaires donc qui ont été traitées par le comité des abus de droit. Alors au niveau international, au niveau français, pardon, d'abord, on a bien sûr des procédures anti-évasion. Donc et tout à chacun peut savoir, par exemple, de manière très simple, lorsqu'il ouvre un compte à l'étranger, il faut le déclarer à l'administration fiscale. Voilà, une procédure très simple. Et puis il y a aussi d'autres arsenals un peu plus complexes ou qui reposent sur des conventions bilatérales. Hein. Donc faut savoir que tous les États veulent rattacher à eux un contribuable. Eh bien, pour éviter qu'il y ait une double imposition, eh bien, il y a 122 conventions fiscales qui sont passées entre la France et différents États. Mais les conventions fiscales, elles ne visent pas uniquement à éliminer les doubles impositions. Elles visent aussi à lutter contre la fraude. Donc à pouvoir échanger des informations. Échange automatique. Et là, on arrive au deuxième niveau de l'arsenal international. C'est depuis 2008, depuis FATCA, je rappelle que les États-Unis ont voulu connaître tous les citoyens américains qui détenaient des comptes à l'étranger. Et ils ont dit en 2008, on va imposer à tous les établissements financiers, où qu'ils se trouvent dans le monde, pose toujours la question, êtes-vous citoyen américain? Vous avez une fois raison. Lorsque vous ouvrez un compte,
il y a une auto-certification qui dit je ne suis pas résident fiscal américain, je ne suis pas US personne, et donc je n'ai pas à déclarer l'IRS au fisc américain. Eh bien, il y avait FATCA pour les États-Unis. Je rappelle quand même les États-Unis estimaient que c'était 100 milliards de dollars par an la fraude. Eh bien, en Europe, on estime que c'est 10 fois plus qu'en France. C'est entre 40 et 80 milliards d'euros par an. Eh bien, on va essayer. Il y a une directive de 2014 qui a été votée et qui, à l'instar de FATCA, va faire un global FATCA, comme on dit, et qui va imposer. Il y a 92 États signataires qui va imposer cet échange automatique d'informations, cette auto-certification qui va permettre bien de connaître où sont situés les encours, les avoirs, le stock de capitaux qui appartiennent aux 92 membres des États qui ont été signataires. Donc l'Europe va se joindre à ça. L'Europe va se joindre à ça. On va avoir affaire à un super FATCA. On va avoir un global FATCA, un super FATCA, avec une petite différence quand même, c'est que FATCA s'applique aux Américains, alors que le global FATCA va s'appliquer à l'ensemble des États membres et à l'ensemble des institutions financières de l'ensemble des pays signataires. Ça va être très compliqué à gérer tout ça. Très compliqué, puisque bien évidemment, c'est des échanges automatiques d'informations, c'est des process informatiques, c'est des coûts de développement informatique très forts, car je rappelle que FATCA, il y a l'automaticité de l'échange d'informations. Là, on verra donc quelles sont les conditions qui vont être mises en œuvre pour avoir ou pas cette automaticité, mais en tout cas, il y a un échange d'informations qui devrait être prévu. Que prévoient les Européens ? Européens, bien sûr, ils se sont joints à ce Global FATCA par cette directive. Et puis, il y a un code européen, un code de bonne conduite. Alors, vous savez, l'Europe, c'est 28 États membres. Hein. Donc, l'Europe, c'est un consensus. Alors, l'Europe, quand elle se pose des questions, elle émet des pistes, des réflexions. Et, notamment, la Commission européenne a créé ce code européen qui est un code de bonne conduite, mais non contraignant. Et puis c'est le préalable au livre vert. Et vous savez que dans la procédure de législation, la procédure de construction des textes européens, il y a le livre vert. Là, on s'interroge. Livre blanc, on va peut-être avoir une décision politique. Et puis après, il y a le trilogue, la discussion entre la Commission, les États, le Parlement et puis le Conseil européen. Mais on est loin d'arriver à ce code, cette harmonisation fiscale européenne qu'on espère aussi, puisque, bien évidemment, c'est pour lutter contre les mauvais joueurs. Parfait, merci beaucoup Benoît Lombard sur cet éclairage sur les limites de l'optimisation fiscale, non seulement en France, mais aussi à travers le monde. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Vitam MFO. À bientôt, au revoir.